8 novembre 1958. J'ai trouvé mon message pour le 1er janvier. Cela ne correspondait à rien de prévu, mais hier matin, j'ai pensé. Il faudrait tout de même que je trouve mon message. Mais quoi? J'étais tout à fait comme cela, neutre, rien. Et hier soir, à la classe du vendredi 7 novembre, je me suis aperçu que ces enfants qui avaient eu toute une semaine pour trouver des questions sur le texte n'en avaient pas trouvé une seule. Une somnolence terrible. Absolument aucun intérêt. Quand j'ai eu fini de parler, je me suis dit « Mais qu'est-ce qu'il y a donc dans ces gens qui ne s'intéressent à rien qu'à leurs petites affaires personnelles ?» Et j'ai commencé à descendre dans l'atmosphère mentale des gens, à la recherche de la petite lumière, de ce qui répond. Et littéralement, ça me tirait en bas, comme dans un trou, mais d'une façon tellement matérielle. Ma main, qui était sur le bras du fauteuil, a commencé à glisser. Mon autre main a fait comme cela, geste par terre. Ma tête aussi. Je pensais que j'allais me cogner sur mes genoux. Et j'avais l'impression, ce n'était pas une impression, je voyais. Je descendais comme dans une faille entre deux rochers, abruptes. Des rochers qui seraient faits de quelque chose de plus dur que du basalte, noir, mais métallique en même temps, avec des arêtes si aiguës. On avait l'impression que si on touchait seulement, on serait écorché. C'était comme sans fin et sans fond, et ça allait en s'amincissant, de plus en plus étroit, de plus en plus étroit, comme un entonnoir, si étroit qu'il n'y avait presque plus la place, même pour la conscience, de passer. Et le fond était invisible, un trou noir, et ça descendait, ça descendait, ça descendait, comme cela, sans air, sans lumière, juste une sorte de lueur qui faisait que je pouvais percevoir les arêtes des rochers. C'était comme coupé, n'est-ce pas, tellement abruptement, d'une façon si aiguë. Finalement, quand ma tête a commencé à toucher mes genoux, je me suis dit « Mais qu'est-ce qu'il y a au fond de ce trou ?» Alors, dès que j'ai dit « Mais qu'est-ce qu'il y a au fond de ce trou ?» Cela a été comme si j'avais touché un ressort qui se trouvait tout au fond. Un ressort que je n'ai pas vu, mais qui a agi instantanément, avec une puissance formidable, et d'un seul coup m'a fait jaillir, m'a projeté hors de cette faille dans geste, bras étendus, immobile. Une immensité sans limite, sans forme, qui était infiniment confortable. Pas exactement chaude, mais qui donnait une impression confortable de chaleur intime. Et c'était tout puissant, d'une richesse infinie. Cela n'avait aucune espèce de forme, et cela n'avait aucune limite. Naturellement, j'ai été identifiée. Alors je savais qu'il n'y avait ni limite, ni forme. C'était comme si, parce que ça ne se voyait pas, comme si cette immensité était faite d'innombrables imperceptibles points. Des points qui n'occupent pas de place dans l'espace. Il n'y avait pas d'espace, n'est-ce pas, d'un or chaud foncé. Mais ça, c'était seulement une impression, une traduction. Et tout cela absolument vivant. Vivant d'une puissance qui paraissait infinie. Et pourtant immobile. Ça a duré très longtemps, pendant tout le reste de la méditation. C'était comme si cela contenait toutes les richesses de possibilités, et tout cela qui n'avait pas de forme avait le pouvoir de devenir des formes. Sur le moment, je me suis demandé ce que cela voulait dire. Après, naturellement, je l'ai trouvé, et finalement, ce matin, je me suis dit « Tiens, mais c'est pour me donner mon message de l'année prochaine. » Alors j'ai transcrit
On ne peut pas faire de description naturellement. D'ailleurs, c'est indescriptible. C'était un phénomène psychologique et les formes étaient seulement une façon de se décrire à soi-même l'état psychologique. Voici ce que j'ai noté, d'une façon mentale évidemment, et je pense en faire mon message. Il y a eu un flottement dans l'expression. Alors je t'ai apporté les papiers et je voulais que nous décidions ensemble du texte définitif. Je n'ai rien décrit, c'est seulement établir un fait. Mère lit. Tout au fond de l'inconscience la plus dure, la plus rigide, la plus étroite, la plus suffocante, j'ai touché un ressort tout-puissant qui m'a projeté d'un seul coup dans une immensité sans forme et sans limite, génératrice de toute création. Notons que Mère voulait écrire « projeté » au masculin, parce qu'il n'y avait pas de genre là-dedans, ni même de « je ». Mais les scrupules orthographiques l'ont emporté sur le fait intérieur. Et c'est encore une preuve de plus. L'expérience était tout à fait, comment dire, c'est le mot « genuine » en anglais. Authentique et spontanée? Oui, ce n'était pas une expérience voulue, en ce sens que je n'avais pas décidé que je ferais cela. Cela ne correspondait pas à une attitude intérieure. N'est-ce pas, dans une méditation, on peut décider. Je méditerai comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou je ferai ça, ou ça. Généralement, pour les méditations, j'ai une espèce de perception intérieure, ou supérieure, n'est-ce pas, de ce qu'il faut faire, et je le fais. Mais ce n'était pas cela. J'avais décidé rien. Je ne décide rien. Je suis comme ça. Et puis c'est arrivé. Tout d'un coup, quand je parlais, c'était pendant que je parlais. J'avais l'impression, enfin vraiment, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec une matière pareille? Et alors, tout naturellement, quand j'ai cessé de parler, tiens, je me suis sentie tirée. Alors j'ai compris, parce que je m'étais questionnée. Enfin, qu'est-ce qui se passe là-dedans, derrière ces formes? J'étais, je ne peux pas dire irritée, mais enfin je me disais, tout de même, il faudrait secouer ça un peu. Et dès que j'ai eu fini, c'était quelque chose qui m'a tiré comme cela, qui m'a tiré hors de mon corps. J'ai été littéralement tiré hors de mon corps. Et alors, dans ce trou, je le vois encore ce que j'ai vu, cette faille entre deux rochers. On ne voyait pas de ciel, on voyait, comme une réflexion sur le sommet des roches, une lueur, qui était venue de quelque chose, qui était par-delà, et qui, riant, devait être le ciel, mais qui était invisible. Et à mesure que je descendais, comme si je glissais le long de cette faille, je voyais les arêtes. Et alors c'étaient des roches noires, comme coupées au ciseau, luisantes tellement la coupure était fraîche, et le bord si coupant que c'était comme un couteau. Il y en avait une là, il y en avait une là, partout, tout autour, et j'étais tirée, tirée, tirée. Ça descendait, et ça n'en finissait plus, et ça devenait de plus en plus comprimant. Mère a ajouté après, étouffant, suffocant. Ça descendait. Et alors, physiquement, le corps suivait. Mon corps a été éduqué à traduire l'expérience intérieure, dans une certaine mesure. N'est-ce pas, dans le corps, il y a la force du corps, ou la forme du corps, ou l'esprit du corps. Suivant les écoles, cela porte un nom différent. Et c'est cela qui sort du corps en dernier quand on meurt, et qui prend généralement 7 jours à sortir. Après, Mère a précisé, quand on s'extériorise, cet esprit du corps garde une connexion avec l'être qui est sorti,
et ce qui est sorti a le pouvoir sur lui. C'est justement ce qui fait que l'on n'est pas tout à fait mort. Et l'être qui est sorti a le pouvoir de faire mouvoir le corps. Eh bien, ça, avec une éducation spéciale, ça peut avoir une vie consciente, indépendante et consciente, si bien que non seulement en état de transe. En transe, c'est très fréquent que l'on puisse parler et bouger quand on est un petit peu entraîné, éduqué. Mais même en état cataleptique, ça a le pouvoir de produire des sons et même de faire bouger le corps. Alors, le corps commence à avoir, par éducation, des capacités somnambuliques. Pas le somnambulisme ordinaire, mais il peut vivre d'une vie autonome. Plus tard, Mère a précisé. Il n'a pas de volonté autonome. C'est l'être qui est sorti qui a le pouvoir de faire mouvoir le corps. Il a seulement, par éducation, la capacité de traduire la volonté de l'être avec lequel il a gardé un rapport par ce lien de l'esprit du corps qui ne se brise qu'à la mort. Alors, c'est ce qui a eu lieu. C'était comme cela hier soir. J'étais sorti de mon corps, mais mon corps participait. Et alors, j'étais tiré vers le bas. La main qui était sur le bras du fauteuil avait glissé, puis l'autre, puis la tête était sur le point de toucher mes genoux. La conscience était ailleurs. Je le voyais du dehors. Ce n'était pas que je ne savais pas ce que je faisais, je le voyais du dehors. Alors j'ai dit, il faut tout de même qu'il y ait une limite, parce que si ça continue, je vais, riant, avoir ma tête par terre. Et j'ai pensé, mais qu'est-ce qu'il y a au fond de ce trou ? À peine c'était formulé que j'y suis arrivée, au fond du trou. Et alors, absolument comme si c'était un ressort formidable, tout puissant. Et puis, Mère frappe la table. Hop ! Et j'ai jailli hors de tout ça dans une immensité. Et mon corps tout de suite s'est redressé. Ma tête était en l'air. Il a suivi le mouvement. Si quelqu'un avait regardé, il aurait vu ça, d'un seul coup. Hop ! Redressé à mon maximum, la tête en l'air. Et je suivais tout cela sans objectiver le moins du monde. Je ne me rendais pas compte de ce que c'était, de ce qui se passait, ni aucune explication, ni rien. C'était comme cela. Je le vivais, c'est tout. L'expérience était absolument spontanée. Mais alors, après cette descente assez pénible, ouf, c'était une sorte de super confort. Je ne peux pas l'expliquer autrement. Ease, mais une aise au maximum. Une immobilité parfaite dans un sens d'éternité, mais avec une intensité de mouvement et de vie incroyable, intérieure. N'est-ce pas, qui ne se manifeste pas. C'était intérieur, contenu en soi, et immobile, s'il y avait eu un extérieur, immobile par rapport à l'extérieur. Et c'était dans une vie innombrable, au point qu'on ne peut pas dire autrement qu'infini d'une façon imagée, et une intensité avec une puissance, une force et une paix, la paix d'une éternité, un silence, un calme, un pouvoir capable de tout, de tout. Et je ne le pensais pas, je ne l'objectivais pas, je le vivais confortablement, très confortablement. Et ça a duré jusqu'à la fin de la méditation. Quand ça a commencé à s'effacer petit à petit, j'ai arrêté la méditation et je suis sortie. Après, quand j'étais rentrée à l'ashram, je me suis demandé « Qu'est-ce que c'est que ça ? À quoi ça correspond ?» Alors j'ai compris. Voilà. Maintenant, je vais l'écrire au net. Donne-moi un papier. Mère commence à recopier son message. Tout au fond de l'inconscience la plus dure, la plus rigide,
parce que, généralement, l'inconscience donne l'impression justement de quelque chose d'amorphe, d'inerte, de sans forme, de neutre et gris. Quand je suis rentrée dans les zones de l'inconscience autrefois, c'était la première chose que j'ai rencontrée. Mais ça, c'était une inconscience. C'était dur, rigide, coagulé, comme si elle était coagulée pour une résistance. Tout effort glisse dessus, touche pas, peut pas pénétrer. Alors je mets la plus dure, la plus rigide, la plus étroite. C'est l'idée de cette chose qui vous resserre, 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 la plus suffocante. Oui, suffocante, c'est le mot. J'ai touché un ressort tout-puissant qui m'a projeté d'un seul coup dans une immensité sans forme et sans limite, génératrice de toute création. C'était... Oui, j'ai l'impression que ce n'était pas la création ordinaire, la création primordiale, que c'était la création supramentale. Parce que cela ne correspond pas à l'expérience du retour dans le suprême, origine de tout. J'ai tout à fait eu l'impression que j'étais projetée dans l'origine de la création supramentale. Quelque chose qui est déjà, comment dire, objectivé du suprême, avec un but précis de création supramentale. C'était cela mon impression. Je ne pense pas que je me sois trompée, parce qu'il y avait toute cette impression de puissance, de chaleur, d'or. Ce n'était pas fluide, c'était comme un poudroiement. Et chacune de ces choses, on ne peut pas appeler cela des parcelles, ni des fragments, ni même des points, à moins qu'on ne prenne le point au sens mathématique, un point qui n'occupe pas de place dans l'espace. C'était quelque chose comme l'équivalent du point mathématique, mais qui était comme de l'or vivant, un poudroiement d'or chaud. On ne peut pas dire brillant, on ne peut pas dire sombre. Ce n'était pas non plus de la lumière. Une multitude de petits points d'or, rien que cela. On aurait dit qu'il me touchait les yeux, le visage, et avec une puissance et une chaleur contenues dedans. C'était formidable. Et alors, en même temps, le sentiment d'une plénitude, de la paix, d'une toute-puissance. C'était riche, c'était plein. C'était le mouvement à son maximum, infiniment plus rapide que tout ce que l'on peut imaginer. Et en même temps, c'était la paix absolue, la tranquillité parfaite. Mère reprend son message. Je ne veux pas mettre le mot, à moins qu'au lieu de mettre génératrice de toute création, je mette de la création nouvelle. Mais alors ça devient tout à fait formidable. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça. Mais est-ce qu'il est temps de le dire? Je ne sais pas. Génératrice de la création nouvelle. 11 novembre 1958. Mère arrive avec une nouvelle modification de son message du 1er janvier 1959. Au lieu de « un ressort tout-puissant qui m'a projeté d'un seul coup dans une immensité sans forme et sans limite, génératrice du monde nouveau », Mère a mis une immensité sans forme et sans limite, où vibraient les semences du monde nouveau. L'objectivation de l'expérience est venue progressivement, comme c'est toujours pour moi. Comme j'ai l'expérience, je suis absolument aussi blanche qu'un enfant qui vient de naître. Ça lui arrive comme ça. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne m'attends à rien. Combien de temps il m'a fallu pour apprendre ça? Il n'y a aucune pensée préliminaire, connaissance préliminaire, volonté préliminaire. Toutes ces choses n'existent pas. Je suis seulement comme un miroir récepteur de l'expérience. Une simplicité comme un petit enfant qui apprend la vie. C'est comme cela. Et ça, c'est l'effet de la grâce.
vraiment de la grâce. Devant l'expérience, la simplicité du petit enfant quand il vient de naître. Et c'est comme cela spontanément, mais aussi volontairement. C'est-à-dire que pendant l'expérience, j'ai très grand soin de ne pas me regarder avoir l'expérience pour qu'il n'y ait rien d'une connaissance antérieure qui intervienne. Et après, je vois. Ce n'est pas une élaboration mentale, même pas de quelque chose de plus haut que le mental. Il n'y a même pas une connaissance par identité qui me fait voir les choses. Non, le corps, quand l'expérience est dans le corps est, comme ça, ce qu'on appelle en anglais blanc. Comme s'il venait de naître, comme si, à ce moment-là, il était né avec l'expérience. Et c'est seulement petit à petit, que cette expérience est mise en présence de la connaissance antérieure. Alors son explication et son appréciation apparaissent progressivement. C'est inévitable si l'on ne veut pas être arbitraire. Alors au fond, c'est seulement le dernier énoncé qui est correct. Mais au point de vue du développement historique, c'est intéressant de voir le passage. C'était exactement le même phénomène pour l'expérience de la manifestation du supramental. Ces deux choses, l'expérience du 7 novembre et celle du supramental, se sont produites de la même façon, identiquement. J'étais l'expérience et rien d'autre. Rien que l'expérience au moment où elle s'est produite. Et c'est lentement, en sortant de l'expérience, que le savoir antérieur, les expériences antérieures, toute l'accumulation de ce qui s'est passé auparavant, a regardé ça et l'a situé. Et c'est pour cela que j'arrive à l'expression progressivement, par tâtonnement. Ce ne sont pas des tâtonnements littéraires, c'est pour être aussi précis, exact et succinct en même temps. Quand j'écris quelque chose, je ne m'attends pas à ce que les gens comprennent, mais j'essaye qu'il y ait le moins possible de déformation de l'expérience, de l'image, dans cette espèce de rétrécissement vers l'expression. Et ce ressort, qu'est-ce que c'est ? Ce ressort, cela veut dire exactement ceci. Dans les profondeurs les plus profondes de l'inconscient, il y a le ressort suprême qui nous fait toucher le suprême. C'est comme le suprême qui nous fait toucher le suprême. C'est le ressort tout-puissant. Quand on arrive tout au fond de l'inconscient, on touche le suprême. Alors c'est le plus court chemin ? Pas le plus court chemin. Pour moi, ça a été dur de toucher le fond de l'inconscience. Mais pour les gens, ça durera une éternité. C'est quelque chose d'analogue à ce que Sri Aurobindo a écrit « In God's Labor ». C'est le suprême tout au fond de l'inconscience qui vous projette directement jusqu'au suprême ? Oui, c'est parce que tout au fond de l'inconscience, il y a le suprême. C'est la même chose que l'idée que la hauteur la plus haute touche la profondeur la plus profonde. L'univers est comme un cercle. On le représente par le serpent qui se mord la queue, dont la tête touche la queue. Cela veut dire que la hauteur suprême touche la matière la plus matérielle, sans intermédiaire. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais ça, c'était l'expérience. Je ne savais pas ce qui se passait. Je ne m'attendais à rien et c'était épatant. D'un seul coup, j'ai jailli. Si quelqu'un avait eu les yeux ouverts, je t'assure qu'il aurait dû rire. J'étais comme cela, penché de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Ma tête allait juste toucher mes genoux. Et puis tout d'un coup, hop, tout droit, la tête en haut, d'un seul coup. Mais dès que l'on veut exprimer, ça fuit comme de l'eau entre les doigts. Il y a toute une fluidité qui se perd, qui disparaît. Une expression un peu vague, poétique, artistique et beaucoup plus vraie,
beaucoup plus proche de la vérité, une chose qui a un flou, une imprécision. Ce n'est pas concrétisé comme une expression mentale rigide, cette rigidité que le mental a introduite jusque dans l'inconscience. Cette vision de l'inconscience, Mère reste un moment à regarder. C'était l'inconscience mentale. Parce que le point de départ était mental. Une inconscience spéciale, rigide, dure, résistante. De tout ce que le mental a apporté dans notre conscience. C'est bien pire. C'est bien pire qu'une inconscience purement matérielle. Une inconscience mentalisée, si l'on peut dire. Toute cette rigidité, cette dureté, cette étroitesse, cette fixité, une fixité. Cela provient de la présence mentale dans la création. Quand le mental n'était pas manifesté, l'inconscient n'était pas comme cela. Il était sans forme, et il avait la plasticité de quelque chose qui est sans forme. La plasticité est partie. C'est une image terrible de l'action mentale dans l'inconscient. Cela a rendu l'inconscient agressif. Il ne l'était pas avant. Agressif, résistant, obstiné. Ce n'était pas là avant. C'est cela l'idée. Ce n'était pas un inconscient originel, pourrait-on dire. C'est un inconscient mentalisé, avec tout ce que le mental a apporté d'opposition, de résistance, de dureté, de rigidité. Ce serait intéressant à dire, parce que le point de départ, c'était justement de regarder dans l'inconscience mentale de ces gens. C'était l'inconscience mentale. Et alors l'inconscience mentale refuse de changer. Ce que l'autre n'a pas. L'autre n'a rien, n'existe pas, n'est organisé d'aucune façon, n'a pas de manière d'être, tandis que ça, c'est un inconscient organisé. Organisé par un commencement d'influence mentale, 100 fois pire. C'est très intéressant ce point-là à noter. Ce n'est pas l'expérience que j'ai eue autrefois de l'inconscient originel. L'expérience que j'ai eue cette fois-ci, c'est l'inconscient ayant subi l'influence du mental dans la création. C'est devenu un obstacle beaucoup plus grand qu'avant. Avant, cela n'avait même pas le pouvoir de résister, ça n'avait rien. C'était vraiment inconscient. Maintenant, c'est un inconscient qui est organisé dans son refus de changer. C'était une expérience très nouvelle. Voilà. Et ce ressort tout-puissant, c'est l'image parfaite de ce qui se passe, ce qui doit se passer, ce qui se passera, pour tout le monde. Tout d'un coup, on jaillit dans l'immensité.